Il se tenait au milieu du salon, les mains tremblantes, les yeux fixés sur le sol. La voix de son père avait été calme, trop calme. « Tu dois partir, Ethan », 4 mots seulement, mais il l'avait frappé plus fort qu'un coup de poing. Sa mère était assise sur le canapé, les lèvres serrées, les mains crispées sur une photo encadrée de lui, dans sa toge de diplômé. Ethan Cole, le garçon qui avait autrefois fait la fierté de sa famille, était désormais en train d'être effacé en silence. Il ne dit rien. Que pouvait-il dire? Qu'il avait commis une erreur, qu'il n'avait pas voulu que cela arrive, que le rêve qu'il poursuivait venait de s'écrouler? L'air semblait aussi tranchant et fragile que du verre. Il posa la clé de son bureau, celle qui portait le logo de l'entreprise familiale, sur la table basse. Elle fit un petit clic, le genre de bruit qui résonne toute une vie. Alors qu'il se retournait pour partir, son père ne leva pas les yeux. Sa mère essaya, mais la honte dans son regard était plus forte que les mots. Ethan sortit dans la fraîcheur du soir, le cœur vide, et tandis que la porte se refermait derrière lui, une phrase résonnait dans son esprit comme une malédiction. « Tu devais être notre fierté. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, ne restez pas simples spectateurs. Rejoignez-nous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer une aventure comme celle d'Ethan. C'est ici que se trouvent les secondes chances, les vérités difficiles et la guérison véritable. Vous avez votre place ici. N'attendez pas. Commencez dès maintenant. » Ethan Cole avait toujours été un enfant prodige. Ayant grandi dans une banlieue tranquille de l'Ohio, il était le genre d'enfant que les voisins montraient du doigt en disant « celui-là ira loin ». Il avait toujours eu des A, était poli, capitaine de l'équipe de débat et bénévole à l'église. Ses parents, Richard et Margaret, avaient consacré leur vie à lui, travaillant de longues heures pour l'envoyer dans les meilleures écoles qu'ils pouvaient se permettre. Richard dirigeait une petite entreprise de construction très respectée, Cole & Sons. Margaret était une infirmière à la retraite, à la voix douce et au cœur encore plus tendre. Ethan était leur seul enfant, leur miracle après 10 ans d'essais infructueux. Et il s'assurait qu'il sache à quel point il croyait en lui. « Quoi que tu fasses, disait Richard, fais le mieux que je n'aurais jamais pu le faire. » Ethan portait ce poids avec fierté. Il a étudié avec acharnement, a obtenu des bourses, est entré à l'université et a obtenu son diplôme avec mention en administration des affaires. Il est revenu chez lui, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il voulait construire quelque chose avec son père. Il voulait faire entrer Cole & Sons dans une nouvelle ère. Marketing numérique, logistique rationalisée, élargissement des zones de service. Il avait des idées, de l'énergie et le besoin de faire ses preuves. Mais derrière cette confiance se cachait une vérité plus sombre. Ethan avait une peur bleue de l'échec. Chaque compliment était une source de pression, chaque attente était un compte à rebours. Il ne le laissait jamais paraître. Pour ses parents, il était toujours le fils prodigue. Pour la communauté, il était l'héritier d'une longue tradition de travail acharné. Pour lui-même, il était une bombe à retardement, prête à exploser. Au cours de sa première année dans l'entreprise, il a impressionné tout le monde. Les clients l'appréciaient, les employés le respectaient, Richard rayonnait de fierté. Margaret préparait des biscuits pour le bureau. Mais quelque chose a commencé à changer chez Ethan. Plus il recevait d'éloges, plus il avait peur de déraper. Il a commencé à croire que s'il n'était pas parfait, il n'était rien. Les erreurs n'étaient pas permises. Le doute n'était pas permis. Et demander de l'aide, c'était une faiblesse. Alors, lorsqu'une opportunité promettant des résultats rapides s'est présentée, il n'a pas pris le temps de s'interroger. Il voulait gagner. Il avait besoin de gagner. Et il ne pouvait pas se permettre de laisser qui que ce soit, même son père, le ralentir. Ethan n'avait jamais voulu se contenter de gérer l'entreprise familiale. Il voulait la transformer. Cole & Sons avait toujours été une entreprise fiable et stable, mais aux yeux d'Ethan, elle était figée dans le temps. Il voyait quelque chose de plus grand. Il rêvait de franchise, d'une image de marque avant-gardiste, de contrats nationaux. Alors que Richard valorisait la loyauté et la tradition, Ethan recherchait le dynamisme et l'innovation. L'idée lui est venue tard un soir, en parcourant des blogs sur les affaires. Diversifiez votre portefeuille.
disait l'article. Ne vous contentez pas de construire des maisons, créez de la valeur. Il a vu une opportunité. Se développer dans le secteur commercial, s'associer à une nouvelle entreprise technologique offrant des outils de croissance rapide et l'accès à des propriétés d'investissement exclusives. C'est alors que Jason Miller est entré en scène. Jason était charismatique, élégant, de quelques années son aîné, avec un esprit start-up et des présentations soignées. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de réseautage et Jason semblait impressionné par l'ambition d'Ethan. « Votre père a posé les fondations, lui avait-il dit. Mais vous pouvez bâtir un empire. » Cette phrase avait déclenché quelque chose chez Ethan. Ils se sont rencontrés en secret à plusieurs reprises pour travailler sur une proposition. Ethan n'en a pas parlé à Richard. Il voulait présenter l'accord une fois qu'il serait finalisé, lorsqu'il serait trop beau pour être ignoré. Il imaginait le regard de son père, non pas déçu, mais émerveillé. Jason lui proposa une joinventure. Ethan dirigerait le projet sous le nom de Cole & Sons, mais le financement et la coordination seraient assurés par le réseau de Jason. C'était le genre de pari qui fait les légendes. Il y avait bien sûr des risques. Le modèle de Jason était agressif. Les contrats étaient complexes, les chiffres optimistes. Mais Ethan voyait ce qu'il voulait voir. Il se disait que c'était ça, le leadership, une vision, du courage et la croyance en l'impossible. Margaret sentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, au dîner, elle lui demanda « Tu dors bien ?» Il sourit et acquiesça. Elle lui toucha doucement la main. « Ne porte pas tout ce poids tout seul, mon chéri. » Mais il était seul. Il avait choisi de l'être. Il signa les contrats à l'insu de Richard. Il transféra de l'argent des comptes de réserve de l'entreprise vers le projet. Il se dit qu'il le rembourserait au centuple dès que les premiers bénéfices seraient engrangés. Il n'essayait pas de tromper son père. Il essayait de l'impressionner. Chaque email de Jason était comme une confirmation. Chaque avancée dans le projet confirmait ce qu'Ethan croyait déjà. Il était destiné à quelque chose de plus grand. Et personne ne se souviendrait comment il y était arrivé. Mais Ethan ne se rendait pas compte que le sol sous ses pieds était déjà en train de se fissurer. Et il était trop loin pour faire demi-tour. Les fissures ont commencé par des murmures. Un fournisseur qui n'avait pas été payé à temps. Un retard dans l'un des développements que Jason avait promis de livrer clé en main. Ethan n'y a pas prêté attention. Cela fait partie du processus, s'est-il dit. La croissance s'accompagne de frictions, mais les murmures se sont amplifiés. Un email a été renvoyé, puis un autre. Jason a cessé de répondre à ses appels pendant quelques heures. Puis un jour, puis deux. Ethan avait l'estomac noué, mais sa fierté l'empêchait de paniquer. Pas encore. Il a dit au personnel du bureau qu'il y avait des problèmes techniques avec l'équipe du projet et que tout était sous contrôle. Mais ce n'était pas le cas. Un matin, Ethan entra dans le bureau et vit son père tenant une feuille imprimée entre ses mains. C'était un rapport financier, celui qu'Ethan avait caché. Richard l'avait trouvé. On ne savait comment. Il n'éleva pas la voix, il ne jeta rien. Il se contenta de regarder Ethan et lui demanda « Qu'as-tu fait ?» Ethan tenta d'expliquer. Il utilisa des mots tels que « expansion »,« opportunité »,« effet de levier ». Mais Richard n'écoutait pas ces mots. Il regardait son fils dans les yeux, cherchant le garçon qu'il croyait connaître, le garçon en qui il avait confiance. Puis, l'appel est arrivé. L'avocat représentant l'un des soi-disant partenaires de Jason a confirmé ce qu'Ethan redoutait, mais n'avait pas osé dire à voix haute. Les contrats étaient frauduleux. Les propriétés n'existaient pas. L'argent? Disparu. Tout. Le poids de cette vérité s'abattit sur Ethan comme un bloc de béton. Ses mains devinrent engourdies. Son cœur s'emballa. Il essaya de respirer, mais chaque inspiration lui donnait l'impression d'avoir des couteaux dans la poitrine. Margaret était assise en silence à côté de Richard, les yeux écarquillés, comme si elle regardait un accident de voiture au ralenti. Pendant un moment, personne ne dit rien. Et dans ce silence, Ethan comprit qu'il s'était passé quelque chose d'irréversible. « Tu n'as pas simplement commis une erreur, » dit enfin Richard. « Tu as mis en jeu notre nom. Notre héritage. » Le lendemain, Ethan fut convoqué dans la salle de conférence.
Seuls ses parents étaient présents. Pas d'avocat, pas de manager. La voix de Richard était calme, comme si le verdict avait déjà été rendu. Tu ne fais plus partie de l'entreprise. Ethan acquiesça. Margaret a essayé de parler, mais l'émotion lui a coupé la voix. Elle a posé une main sur l'épaule d'Ethan, puis l'a retirée comme si elle avait touché du feu. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas discuté. Il est simplement parti. Dehors, le monde semblait identique. Les voitures passaient, les oiseaux chantaient, mais tout à l'intérieur d'Ethan s'était brisé, et le pire n'était pas d'avoir perdu l'entreprise. C'était de savoir qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, leur confiance. Ethan emménagea dans un appartement d'une chambre à la périphérie de la ville, un endroit où personne ne connaissait son nom et où personne ne se souciait de le demander. Les murs étaient fins, les lumières bourdonnaient, l'air sentait toujours légèrement le moisi et le regret. Il gardait les stores fermés, même pendant la journée. Il ne voulait pas que le monde regarde à l'intérieur, et plus encore, il ne voulait pas regarder dehors. Les premières semaines passèrent dans le brouillard. Il restait au lit jusqu'à midi, mangeait des restes froids et ignorait les dizaines d'appels de ses anciens camarades de classe, de ses collègues et de quelques employés fidèles qui n'arrivaient toujours pas à croire ce qui s'était passé. Il les bloqua tous. Que pouvait-il dire? La honte était insupportable. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il voyait un imposteur. Pas seulement un homme qui avait commis une erreur, mais un homme qui avait détruit tout ce qui lui avait été confié. Il revivait sans cesse le moment où il était dans son bureau, le regard vide et fatigué de son père, les mains tremblantes de sa mère, le ton définitif de Richard. « Vous ne faites plus partie de l'entreprise ». Ces mots résonnaient dans ses oreilles comme une sentence sans appel. Il se mit à boire, non pas pour s'enivrer, mais pour s'engourdir, juste assez pour oublier les détails. Mais le problème, c'est qu'il n'oubliait jamais vraiment. Il revenait dans ses rêves, en flash, sous forme de culpabilité qui s'accrochait à lui comme des vêtements mouillés. Il essaya une fois de regarder de vieilles vidéos familiales, pensant que cela le réconforterait. Au lieu de cela, cela le brisa. Il était là, âgé de 6 ans, debout dans l'allée, couvert de saleté, tenant un marteau en plastique, construisant quelque chose avec son père. Richard rit. « Regarde-toi, mon petit partenaire », dit-il. Ethan éteignit l'écran et pleura plus fort qu'il n'avait jamais pleuré de sa vie. Sa mère lui envoya des SMS pendant un certain temps, doux, prudents, affectueux. Mais il ne répondit pas. Finalement, ils cessèrent. Puis vint la nuit où tout faillit prendre fin. Il pleuvait, il faisait froid et le vent était glacial. Ethan était allé au magasin du coin pour acheter plus de whisky. Sur le chemin du retour, il s'était arrêté au bord du pont, regardant la route en contrebas. Les phares étaient flous à travers ses larmes. Pendant un instant, le monde s'est tu, plus aucun bruit, plus de passé, plus d'avenir. Il n'y avait plus qu'un pas à faire, mais il ne l'a pas fait. Une voiture s'est arrêtée à côté de lui. Un chauffeur de covoiturage, peut-être sexagénaire, a baissé sa vitre. « Ça va, fiston ?» lui a demandé l'homme d'une voix chaleureuse et familière. Ethan n'a pas répondu. L'homme est sorti lentement, s'est tenu à côté de lui et lui a dit « On se perd tous parfois, mais ne laisse pas un mauvais virage t'empêcher de rentrer chez toi ?» Ethan a acquiescé, à peine. L'homme le ramena à son appartement. Ils ne parlèrent pas. Mais le silence était différent, moins isolant, plus compréhensif. De retour dans sa chambre, Ethan ne but pas cette nuit-là. Au lieu de cela, il s'assit seul à table et écrivit une phrase dans un cahier. « Je ne sais plus qui je suis ». Il fixa ces mots pendant des heures. Cette phrase allait être le début de quelque chose, mais il ne le savait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il respirait encore, qu'il était encore là, et que, pour l'instant, cela devait suffire. Si cette histoire vous touche, prenez un moment pour réfléchir. Laissez un « j'aime » si vous avez déjà ressenti le poids d'une seule erreur. Et dans les commentaires, partagez ce qui vous a aidé à continuer. Vos mots pourraient être l'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Le cahier resta fermé pendant des jours. Ethan y jetait un coup d'œil de temps en temps, puis se détournait comme s'il contenait quelque chose de dangereux. La phrase qu'il avait écrite « Je ne sais plus qui je suis » lui semblait trop crue, trop exposée. Mais un jeudi matin gris, sans projet et sans distraction,
Il l'ouvrit à nouveau. Cette fois, il ne se contenta pas de le regarder. Il écrivit. Lentement au début, ses pensées étaient dispersées, confuses, puis avec plus d'urgence. Les pages se remplirent de culpabilité, de confusion, de questions. Il ne retint rien. Il écrivit sur la pression de la perfection, le silence qu'il portait en lui, la peur de décevoir ses parents et le sentiment de vide que le succès avait laissé derrière lui. Ce n'était pour personne d'autre. Ce n'était même pas pour guérir. C'était juste pour survivre à l'heure suivante. Il continua à écrire tous les jours. Un matin, alors qu'il était assis dans un restaurant près de son appartement, il a aperçu un visage familier. Walter Harris, le chauffeur de covoiturage de la nuit où il se trouvait sur le pont. Ethan a hésité, mais Walter l'a reconnu et lui a fait un signe de tête amical. « Je peux me joindre à vous ?» a-t-il demandé. Ils restèrent assis pendant plus d'une heure. Walter ne posa aucune question. Il parla simplement de la vie, de l'échec, de la guerre dans laquelle il avait combattu et des erreurs qu'il avait commises après son retour. « J'ai perdu des années à fuir celui que j'étais, » dit-il, « jusqu'à ce que je réalise que je n'étais pas censé revenir en arrière. Je devais construire quelque chose de nouveau. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit d'Ethan. Plus tard dans la semaine, il trouva le courage de rechercher « ressources thérapeutiques gratuites » sur Google. Il lui fallut encore une semaine pour prendre rendez-vous, mais lorsqu'il se décida enfin, quelque chose changea. Être assis en face de quelqu'un qui l'écoutait sans le juger lui semblait impossible au début. Mais peu à peu, cet endroit devint un refuge. Un espace où il pouvait se libérer du poids qu'il portait depuis trop longtemps. Ethan commença à marcher tous les matins. Il acheta une plante bon marché pour son rebord de fenêtre. Il arrêta de boire. Il a appelé sa mère une fois, tard dans la nuit. Elle n'a pas répondu, mais il n'a pas raccroché. Il a dit doucement « Je suis toujours là, maman. J'avais juste besoin de temps. » Puis, il a fait une pause. « J'essaie. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots à voix haute. Le lendemain, il a reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, juste une écriture soignée. À l'intérieur, une seule ligne. « C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, maman. » Il a pleuré en lisant ces mots. Et pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas de honte, c'était d'espoir. Ethan ne s'est pas réveillé un matin comme par magie, guéri. Il n'y a pas eu de montage montrant des progrès instantanés, ni de moments de lucidité parfaite. Mais quelque chose en lui avait changé, juste assez pour lui permettre de faire un pas en avant. Il avait besoin de travailler, pas seulement pour payer son loyer, mais pour se sentir à nouveau utile. Il entra dans une quincaillerie locale, son CV à la main, et demanda s'ils embauchaient. La responsable, Linda Martinez, le regarda. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux fatigués, mais il était poli. Elle lui demanda « Vous savez soulever des cartons lourds ?» Il acquiesça. « Vous commencez demain. » Le travail était simple, remplir les rayons, aider les clients à porter le bois jusqu'à leur camion, organiser les livraisons. Ce n'était pas très glamour, et cela ne lui permettait pas de mettre à profit son diplôme, mais c'était un vrai travail. Chaque jour, il rentrait épuisé, mais c'était une bonne fatigue, celle qui lui rappelait qu'il avait encore de la force en lui. Il continuait à écrire la nuit, non plus seulement sur son passé, mais aussi sur ce qu'il apprenait, sur la patience, sur le fait de se présenter même quand on n'en a pas envie, sur le fait de trouver de la dignité dans les petites choses. Il a commencé à noter dans son journal ses routines, ses objectifs, même ses petites victoires. « Je n'ai pas paniqué aujourd'hui. J'ai aidé un client âgé sans me précipiter. Je n'ai pas évité le miroir. » Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de se reconstruire. Il s'est également inscrit à des cours de commerce en ligne, des modules courts et gratuits qui lui ont rappelé la passion qu'il avait autrefois pour la stratégie et la planification. Pas pour impressionner qui que ce soit, ni pour revivre le passé, mais pour comprendre comment il avait échoué et comment faire mieux. À la quincaillerie, Linda a remarqué sa concentration. Elle a commencé à lui confier davantage de responsabilités. Le suivi des stocks, la planification. Un jour, elle lui a dit « Tu as déjà pensé à reprendre un poste de direction ?» Il se figea. Le mot « manager » le définissait autrefois. Aujourd'hui, il lui semblait étranger, mais il acquiesça. « Pas encore », répondit-il.
Mais peut-être un jour, le soir, il relisait la note de sa mère. Quelques mots seulement, mais il lui donnait des repères. Il ne rappela pas encore. Il n'était pas prêt. Mais de temps en temps, avant de s'endormir, il murmurait « Elle est toujours là, ils sont toujours là, et je suis toujours là ». Ethan ne fuyait plus le monde. Il prenait le chemin le plus long pour rentrer chez lui, juste pour marcher un peu plus. Il ouvrait les stores de son appartement. Il laissait entrer la lumière du soleil. Il laissait entrer la vie. Personne ne voyait ses victoires, mais pour lui, elles signifiaient tout. Il n'essayait plus d'impressionner qui que ce soit. Il essayait de devenir quelqu'un avec qui il pouvait vivre. Et cela, enfin, lui semblait suffisant. Tous les jours n'étaient pas des pas en avant. Il y avait des matins où Ethan ne pouvait pas sortir du lit. Des jours où la honte revenait comme une ombre sous la porte. Il apercevait des traces de son ancienne vie, un panneau publicitaire avec le logo de l'entreprise de son père, un message LinkedIn de quelqu'un qui n'avait toujours pas entendu son histoire et ressentait à nouveau cette oppression dans sa poitrine, comme s'il ne méritait pas d'avoir la chance de se sentir bien. Mais il a continué. Il a arrêté de mesurer ses progrès en grands bonds. Il s'agissait plutôt de rester constant. Boire de l'eau au lieu de whisky, rappeler les gens même quand cela le rendait nerveux, dire non quand l'anxiété lui soufflait des mensonges à l'oreille. Le plus grand défi est venu quand il a essayé de reconstruire sa vie, cette fois-ci à petite échelle. Il faisait du bénévolat le week-end dans un centre pour jeunes de son quartier, où il aidait des adolescents à acquérir des compétences professionnelles de base. Un après-midi, il a mentionné qu'il avait travaillé dans la gestion de projets. Un membre du personnel lui a demandé s'il pouvait aider à organiser une petite rénovation de leur salle de classe. Rien d'extraordinaire, juste repeindre, installer de nouvelles étagères, améliorer l'agencement. C'était un test. Pouvait-il se faire confiance à nouveau? Il a accepté, et tout son être hurlait. Mais au fur et à mesure que le projet avançait, établissement du budget, coordination des bénévoles, recherche de dons, Ethan a pris conscience d'une chose profonde. Il ne faisait pas cela pour prouver quoi que ce soit. Il n'essayait pas d'impressionner son père, ni de regagner son respect. Il voulait simplement aider. Pourtant, il était rongé par le doute. Un soir, la commande de peinture n'est pas arrivée. Les bénévoles étaient frustrés. Il a senti la panique monter comme d'habitude. La petite voix familière lui disait « Tu vas encore tout gâcher, tu n'apprendras jamais ». Mais cette fois-ci, il n'a pas fui. Il a pris une grande inspiration, a appelé le fournisseur, s'est excusé auprès du groupe et a reporté la date. Pas de drame, pas de crise, juste une erreur réglée. Plus tard dans la soirée, il a ouvert son cahier et a écrit « J'ai réparé quelque chose aujourd'hui ». Ce petit projet s'est transformé en quelque chose de plus grand. Plus de rénovation, plus de planification. Les gens ont recommencé à lui faire confiance, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il était devenu. Puis, un après-midi, alors qu'il terminait une séance avec les adolescents, un bénévole lui a remis une lettre, sans nom, sans adresse, à l'intérieur, l'écriture de sa mère. « Nous sommes fiers de toi, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu deviens. Je t'aime, pour toujours. » Il l'a lu 2 fois, puis encore une fois. Et cette fois, il n'a pas pleuré de douleur. Il a pleuré parce qu'il croyait enfin que cela pouvait être vrai. Il était en train de reconstruire, non pas un empire, mais une vie. Et cette fois, il construisait sur des bases solides. L'invitation lui parvint par email, avec pour objet « Nous serions honorés de vous avoir comme conférencier ». Elle provenait d'un professeur de l'université locale, quelqu'un qu'Ethan avait brièvement rencontré dans le cadre du projet du centre pour jeunes. Ils organisaient une table ronde sur le thème « Échec, rédemption et leadership ». L'un des intervenants s'était désisté à la dernière minute. Ethan serait-il disposé à partager son histoire? Au début, il rit, puis il faillit supprimer le message. Mais quelque chose en lui, cette partie qui avait cessé de se cacher, celle qui avait écrit des centaines de pages dans son cahier, lui a dit oui. Il a passé 1 semaine à se préparer. Pas à répéter son discours, mais à réfléchir à ce qu'il allait dire. Il ne voulait pas avoir l'air d'un cliché de livre de développement personnel. Il ne voulait pas prétendre que la douleur avait disparu. Il voulait simplement être honnête.
Le soir de l'événement, il se tenait dans les coulisses, le cœur battant à tout rompre. La petite salle était animée par des chuchotements. Il jeta un coup d'œil et vit des étudiants, des professeurs, des parents. Puis, au deuxième rang, Margaret, sa mère. Elle ne lui avait pas dit qu'elle viendrait, mais elle était là, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la scène, comme si elle savait déjà que son fils allait s'en sortir. Lorsque son nom fut appelé, il sortit lentement. Les lumières étaient chaudes, le silence était plus lourd que les applaudissements. Il regarda le public, prit une inspiration et commença. Avant, je pensais qu'être le meilleur signifiait ne jamais échouer, que si je faisais une erreur, j'étais fini, que je n'avais de valeur que tant que je rendais tout le monde fier. Il fit une pause, jeta un coup d'œil à sa mère. J'avais tort, il leur a tout raconté. Son ambition, la pression, la décision qui avait échappé à tout contrôle. La perte de son entreprise, de la confiance, de lui-même. La nuit, sur le pont. Et Walter, l'homme qui lui avait rappelé que se sentir perdu ne signifiait pas être perdu. Il a parlé de recommencer à zéro. Pas avec de l'argent ou des titres, mais avec honnêteté, en balayant le sol et en se présentant au travail même quand c'était difficile, en écrivant la vérité sur le papier et en choisissant de rester quand il aurait été plus facile de partir. Il a conclu ainsi: « La honte se nourrit du silence. Mais la guérison commence quand on parle. Alors si vous avez échoué, tant mieux. Cela signifie que vous avez essayé. Et si vous êtes toujours là, c'est que vous n'avez pas fini. » Quand il est descendu de scène, la salle est restée silencieuse pendant 1 seconde. Puis des applaudissements ont retenti. Pas forts, mais réguliers, réels. Margaret l'a rejoint à la sortie. Elle n'a pas dit un mot au début. Elle l'a juste serré dans ses bras, longtemps, fort, comme si elle essayait de recoudre tous les fils qui s'étaient défaits. Puis elle a murmuré. « Tu n'avais pas besoin de tout réparer. J'avais juste besoin que tu reviennes. » Ils restèrent assis ensemble dans le parking pendant 1 heure, sans parler beaucoup, juste ensemble. À un moment donné, elle lui tendit un petit objet. Une photo, vieille et usée, d'Ethan à l'âge de 6 ans, coiffé d'un petit casque de chantier, debout à côté de Richard devant leur premier projet familial. « Je l'ai toujours sur moi, » dit-elle doucement, « parce que tu as toujours construit quelque chose, même quand tu pensais que tu étais brisé. » Plus tard dans la semaine, Ethan s'arrêta devant le bureau de Cole & Sons. Il n'entra pas. Il resta simplement debout de l'autre côté de la rue pendant un long moment. Il regardait les camions partir. Il écoutait le bruit des perceuses et des scies et les rires des hommes entre 2 tâches. Il n'avait pas besoin de le récupérer. Il avait juste besoin de se rappeler d'où il venait et tout le chemin qu'il avait parcouru. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Cole ne se sentait pas comme une déception. Il se sentait comme un homme qui était tombé de haut et qui s'était relevé. Avec le recul, Ethan réalisa que sa plus grande erreur n'était pas l'investissement. C'était de croire que sa valeur dépendait de sa perfection. Pendant la majeure partie de sa vie, il avait porté l'étiquette du bon fils, l'avenir de la famille, celui qui ne pouvait pas échouer. Et pendant un certain temps, il s'était montré à la hauteur. Mais au fond de lui, cette pression n'avait rien à voir avec la fierté, mais avec la peur de décevoir les autres, la peur d'être ordinaire, la peur de ne pas être à la hauteur. Il a appris, à ses dépens, que l'échec n'est pas la fin d'une histoire, mais le début de la vraie. La vérité, c'est que personne n'échappe à l'échec. Nous tombons tous. Nous nous perdons tous. Et les personnes qui comptent le plus ne sont pas celles qui attendent de nous que nous soyons parfaits, mais celles qui restent à nos côtés, même lorsque nous ne le sommes pas. Ethan a compris que sa chute ne l'avait pas détruit. Elle l'avait révélé. Elle lui a ôté ses titres, ses réalisations, son image. Et sous tout cela, il y avait quelqu'un qui tenait toujours debout, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui savait ce que signifiait souffrir et ce que signifiait guérir. Son histoire n'était plus tant celle de la reconstruction de ce qu'il avait perdu, mais celle de sa transformation en une personne meilleure. Pas parfait, mais réel. Et cela suffisait. Aujourd'hui, Ethan ne fuit plus son passé.
Il intervient lors d'événements communautaires, de programmes pour les jeunes et d'ateliers pour les petites entreprises, non pas en tant qu'expert, mais en tant que personne qui a traversé l'enfer et qui en est ressorti avec des cicatrices dont il n'a plus honte. Il ne parle pas de marge bénéficiaire ou de stratégie d'expansion. Il parle d'échec, d'identité et de la force tranquille qu'il faut pour recommencer. Il travaille toujours avec le Centre pour jeunes, où il encadre des adolescents qui ressentent la même pression qu'ils ressentaient autrefois. Être parfait, ne jamais échouer, porter les rêves des autres sur leurs épaules. Et il leur dit la vérité. Échouer ne vous rend pas indigne. Se cacher, oui. Faire semblant, oui. Mais tomber, c'est humain. Il a renoué avec ses parents, pas comme avant, mais d'une nouvelle manière, plus honnête, plus ouverte. Richard n'a jamais beaucoup parlé du passé, mais un après-midi, alors qu'il se tenait côte à côte lors d'un événement bénévole, il a posé sa main sur l'épaule d'Ethan et lui a dit « Je suis fier de qui tu es aujourd'hui. » Cela a suffi. Ethan a écrit un petit livre, autopublié, sans prétention, intitulé « The Weight of Pride », le poids de la fierté. Il ne s'attendait pas à ce qu'il touche beaucoup de gens, mais ce fut le cas. Non pas parce qu'il apportait des réponses, mais parce qu'il disait la vérité. Et cette vérité continue de résonner dans la vie de ceux qu'il touche. Avez-vous déjà commis une erreur si grave qu'elle a changé le regard que les gens portèrent sur vous, si grave que vous vous êtes demandé si vous méritiez encore l'amour, la confiance ou même une seconde chance? L'histoire d'Ethan n'est pas seulement celle d'un échec, c'est aussi celle de ce qui vient après. Le silence, la honte et le lent et douloureux cheminement pour se relever quand personne n'applaudit. Peut-être avez-vous vécu cela. Peut-être êtes-vous dans cette situation actuellement. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre parcours ou celui d'un être cher, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous où vous en êtes dans votre histoire. Essayez-vous toujours de vous pardonner. Apprenez-vous encore à reconstruire votre vie. Vous n'êtes pas seul. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un d'autre qui lira vos mots se sentira un peu moins seul aussi. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires comme celle-ci et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire à quelqu'un est « Je suis passé par là aussi ».